Bonsoir à tous et bienvenue dans T'es dans le match, la dernière de la saison. Et pour le coup, c'est une spéciale Mercato. Ça va être le grand feuilleton de l'été pour tous les amoureux du foot, notamment au Stade Brestois. Comme d'habitude, on va vous proposer 3 débats autour de ce thème majeur avec nos 3 invités en plateau. Vous allez tout de suite les reconnaître, ce sont des habitués. Maël Moisan du Télégramme. Salut Maël. Salut Anthony, salut à toutes et à tous. Bon, ça y est, on arrive au bout de cette première saison de T'es dans le match. Ouais, on arrive au bout, c'est passé très vite je pense qu'on s'est autant éclaté nous ici que les gens devant leur écran, donc c'est bien, c'était l'objectif. Bon, on a une dernière alors à faire ensemble. À tes côtés, notre collègue de la rédaction des sports, François Quivoron. Salut François. Salut Anthony, salut à tous. Et voilà, tu vas nous aider à conclure aussi cette première saison. Bien. Et à nos côtés, un habitué également, c'est son 3e passage en plateau, Johan Lescope de Guy Pavas. Salut Johan. Salut à tous. Avec un joli t-shirt ma foi. Ouais, alors numéro 3, c'est pas forcément, je suis fan d'Abdoulaye Ndiaye, mais c'est 3 ans de mariage aujourd'hui, donc voilà, d'accord. un petit clin d'œil à Anne-Laure, ma femme, pour cette dernière. Le message est passé et merci. On va donc s'intéresser au marché des transferts, le fameux mercato d'été qui va commencer le 1er juin cette année. Ce sera en 2 temps, c'est la petite nouveauté de l'intersaison. Et notre question pour commencer va concerner le recrutement au Stade Brestois. La question c'est quelle priorité de recrutement pour Brest cet été? Alors messieurs, premier tour de table là-dessus. Est-ce que déjà pour vous les choses sont claires ou pas forcément? Pour les priorités, oui. Je pense qu'on a vu, et puis on se doute de qui a un bon de sortie, qui peut partir, on en parlera tout à l'heure. Mais priorité de recrutement, défense centrale. Malheureusement, Koulibaly, on a tous parlé. Koulibaly, c'était, je pense, un très très bon joueur. On aurait pu voir un top joueur cette année, il a peu joué avec les blessures. Donc il faudra un défenseur central de plus. Enfin, moi, c'est ce poste-là que je retiens en premier, et peut-être un gardien avec Bizot, quoi. Ouais, d'autres priorités? Milieu de terrain. Il y a de fortes chances que certains éléments forts du milieu de terrain s'en aillent cet été. Il faudra aller en chercher pour essayer de reconstruire une ossature. On a bien vu les 3 milieux qui étaient la charnière Magnetti, Lesmelou, Camara. Si on enlève un, voire 2, il va falloir essayer de trouver des éléments qui seront capables de les remplacer, quoi. Donc oui, important le milieu de terrain. Joanne, tu pourras retrouver. Ouais, je suis très d'accord. Derrière, forcément, c'est la priorité, le nombre de buts qu'on a pris. Je rejoins aussi deuxièmement le milieu. Et moi, j'aimerais bien un profil de créateur, en fait, qui nous a manqué par moment quand Del Castillo était absent. Fèvre pas toujours dedans. Donc voilà, chercher des profils pour moi de joueurs de ballon, de créateurs qui nous a parfois manqué pour faire du jeu à domicile. Et pour, Mais est-ce que justement là-dessus, tu peux pas avoir Del Castillo, moi j'y crois vraiment. On en parlera tout à l'heure, mais j'y crois vraiment pour une saison où derrière il se relance. Et derrière, est-ce qu'on peut pas, on en parle aussi, mais des Doumbia, ils sont là, tu as des créateurs, c'est peut-être le système aussi qui sera à revoir. Mais je pense que surtout, tu auras effectivement des pertes. Donc disons que le système privilégié par Roy laisse peu de place aux créateurs au milieu, quoi. C'est souvent des milieux relayeurs, des box-to-box un peu à l'anglaise, mais on voit bien que pas de véritable numéro 10 dans l'équipe. C'est quand Doumbia a occupé ce poste-là quelques fois cette saison, dans un milieu en losange avec une pointe haute, ça fonctionnait pas trop, quoi. Ça a Doumbia d'évoluer. Je pense que Doumbia peut être ce créateur. Alors messieurs, justement pour aller en détail poste par poste, je vous propose vous voyez ce petit visuel qui va nous accompagner pour faire le détail un petit peu. Alors si on commence par le poste de gardien, pour l'instant on ne sait pas si Marco Bizot sera toujours au club. Il serait sur le départ mais rien n'est acté. Quel profil pour le remplacer, vous pensez, si la situation se décante? Déjà, disons les choses clairement, lui veut partir. C'est très clairement ce qui transpire là depuis il lui reste un an de contrat. Il lui reste un an de contrat, voilà. Et donc c'est la deuxième chose. Première chose, il veut partir. Deuxième chose, le club est d'accord pour le laisser partir, mais sous certaines conditions. Et puis il lui reste un an de contrat. Donc après, il faut que tout le monde, les 3 parties, pour le moment il y en a 2, et arrive à trouver un terrain d'entente. Donc un gardien, oui. Et moi je dirais plutôt un gardien de ce profil-là. Un grand gardien, on en a parlé il y a 15 jours. Pour moi, c'est ça. Grand, expérimenté ou pas forcément? Oui, il peut aller chercher sur ce terrain-là. Après, le marché des transferts des gardiens, c'est assez compliqué. Les opportunités, il n'y en a pas énormément. Je pense qu'il faut être assez habile dans la manière d'aller dénicher ce type de profil-là. Lorenzi doit l'être, a priori, pour avoir réussi pas mal de coups sur le mercato. Mais si Bizot s'en va, son remplacement ne sera pas simple, je pense. Non. Clairement. On peut aussi se poser la question, Joanne, je ne sais pas quel est ton avis. Il y a 2 autres gardiens aujourd'hui dans l'effectif. Il y a Couder, il y a Johnny. Par exemple, Couder, à ton avis, est-ce qu'il a l'étoffe d'un numéro 1 ou pas vraiment?
Pour moi, pas forcément. On a vu sur les quelques matchs qu'il a pu faire, on trouve un peu de doute en fait chez lui, pas forcément rassurant. Alors, c'est le fait de ne pas jouer beaucoup. J'imagine que ça l'avantage pas non plus. Mais pour moi, si Bizot part, il faut chercher un gardien d'expérience pour compléter ces deux. C'est pas un poste où tu peux y aller en te disant, je pense que ça va le faire. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'il y a avec Couder aujourd'hui. Si tu dis, tu penses que ça peut être pas trop mal, il a montré des choses intéressantes, mais tu n'as aucune certitude. Et à ce poste-là, tu peux pas. Enfin, c'est. Ouais, clairement. Alors, voilà pour le gardien, on va essayer d'enchaîner avec les défenseurs maintenant. Là aussi, on sait qu'il y a un chantier parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, qui sont en fin de prêt, fin de contrat. Là, il y a quantitativement et qualitativement, j'imagine, beaucoup de travail à faire cet été. On rappelle déjà ceux qui vont partir. NDI. NDI prêté avec une option d'achat qui est assez élevée. Donc Koulibaly, tu en as parlé Maël tout à l'heure. Prêté par Dortmund, une option d'achat, je crois que c'est la plus élevée de l'effectif. Koulibaly, il n'y a pas d'option parce que lui, il était c'était un prêt sec parce que Dortmund, mais par contre c'était 9 millions NDI. Donc, ouais, c'est ça. Ni l'un ni l'autre. En gros, tu auras trop cher par rapport à la valeur du joueur. Ouais, c'est ça. Donc un défenseur central, défense centrale vraiment priorité quoi. Priorité défense centrale pour être avec Chardonnay, l'élément fort de la défense de Brest quoi. Il y a le Cardinal, mais c'est probablement plus pour aider Chardonnay en défense centrale quoi. On a 2 fins de contrat au poste de latéral gauche, Amavi, Aïdara. Est-ce qu'il y a un besoin dans ce secteur-là selon vous? Non, parce qu'on le verra tout à l'heure, mais tu as un joueur qui te reste, qui n'est pas inintéressant quand même. Oui. Un certain Loco. Ouais. Bon. Oui, la paire Loco-Bourgo pourrait faire la doublette en fait sur le côté gauche. Ok. À droite, pas trop de débat. Kenny Lala, a priori. Et Zogby en 2, t'es voilà, pas aussi. les postes sont doublés. On passe au milieu de terrain, alors si on est tous d'accord. Bon, là, on le disait, un secteur à étoffer, il y a toujours des gros besoins dans ce secteur-là, défensivement, offensivement. Oui, voilà, comme on disait tout à l'heure, si on reste sur le format actuel, un milieu à 3 avec une pointe basse, là il va falloir retrouver quelqu'un pour remplacer potentiellement Camara. Dans ce secteur-là, il peut y avoir des opportunités intéressantes sur le marché. Est-ce que ce sera un prêt comme Brest le fait régulièrement au cours des dernières saisons en fin de mercato? Est-ce que ce sera un achat sec? Ça tout dépend des ventes qui vont être effectuées. Oui, là il va falloir essayer de trouver quelqu'un qui ait un profil assez intéressant, un box-to-box comme Camara, ce serait idéal, je pense. Ok. Ouais. Johan, tu as un profil toi qui te vient en tête Je dirais qu'il faut déjà du monde parce que sur ces 3 milieux de terrain, notamment les 2 plus avancés, courent beaucoup. En fait, c'est des joueurs qui font énormément d'efforts, hein, donc il faudra du nombre en joueurs. Après, effectivement, le profil de Camara, si on peut retrouver la même envie, le même profil de joueur, ce sera intéressant. Mais il faut le trouver. Avec un système à plutôt 3 milieux de terrain, sous Eric Roy. Donc voilà, des joueurs plutôt polyvalents dans l'esprit. Et comme il reste, Eric Roy, après, il a fait ce système-là aussi parce qu'il avait ces joueurs-là. Rien n'empêche la saison prochaine qu'avec des joueurs différents, il fasse un peu évoluer son système. C'est pas un entraîneur qui joue avec 5 défenseurs ou 3 défenseurs centraux, ça c'est clair. Mais son milieu de terrain peut évoluer, quoi. On a pu voir en Ligue des Champions, certains matchs, ils faisaient évoluer effectivement selon l'adversaire. C'est ça. Donc on peut voir d'autres choses parce qu'il y a encore des joueurs sous contrat. On a parlé de Doumbia tout à l'heure, donc il y a des choses. Avec l'incertitude peut-être sur un Pierre Lesmelou qui pourrait éventuellement partir, c'est pas fait. En fait, aujourd'hui, résumons, on n'a pas les spécialistes du Stade Brestois aujourd'hui, en tout cas ceux qui couvrent le club tout le temps, mais Brest cherche un gardien en cas de départ de Bizot, un défenseur central, on l'a dit, un milieu de terrain, voire 2 selon ce qui se passe pour Pierre Lesmelou. Et il cherche des joueurs de couloir, parce que voilà. Mais il cherche des joueurs de couloir. Il y a aussi le camarade Matas Pereira-Lage qu'il faudra suivre. Voilà, qui est en fin de contrat. Donc c'est plus après dans les couloirs, je pense que ça va se jouer le recrutement et les priorités de recrutement. Un mot sur l'attaque. Là, on sait qu'il y a quelques joueurs qui sont encore sous contrat. Il y aura forcément aussi des besoins pour remplacer, par exemple, un certain Sima qui a été performant cette saison, qui était prêté. Est-ce que vous voyez des besoins, des profils sur ces postes offensifs, que ce soit dans l'axe, sur les côtés en fait, ce serait un profil à la Romain Fèvre, en fait. Mais on en revient. Quand il est revenu la saison dernière, il y avait un peu de doute autour de son retour. Mais en fait, sur le papier, c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait aider l'équipe, quoi. Il est super fort techniquement. Malheureusement, son manque de régularité, peut-être son implication tous les jours, ont fait que ça n'a pas abouti à une saison intéressante. Mais c'est clairement ce type de profil-là qu'il faut aller chercher. Dans le couloir, Et puis tu avais on parlait de Pereira-Lage tout à l'heure, qui avait ce côté aussi polyvalent, qui pouvait jouer à différents postes. Il te faut des joueurs de couloir. Moi, je crois encore une fois pas mal à Des Castillo, mais il t'en faut d'autres. Et il ne faut pas oublier que tu as Baldé encore qui est là. On en parlera, tu as Ajorc aussi tout à l'heure. Donc c'est des joueurs de couloir. Il faut avoir des joueurs, à mon avis, polyvalents, et c'est ces joueurs capables d'amener du danger par la passe, quoi.
En fait, on a le point d'ancrage à Jorg devant. Enfin, j'espère qu'il sera encore là. Il faut soit des centreurs, effectivement, pour l'alimenter en ballon, parce qu'avec le gabarit, il va en mettre encore des coups de boule l'année prochaine, et des profils de dribbleurs, comme je disais, à la Del Castillo, et des profils, alors à l'inverse, de vitesse. On avait comme Simon. Globalement, ce qu'on peut dire, il n'y aura pas forcément autant de besoins quantitatif que cette saison, puisqu'on avait la Ligue des Champions. Là, a priori, je crois que Grégory Lorenzi l'a aussi laissé entendre qu'un groupe de 20 à 25 joueurs devrait suffire pour la saison prochaine. 25, à mon avis, sera plus proche de 20, d'après ce qu'il laissé entendre quand même. Et clairement, dans une interview qu'il a faite à l'équipe il y a quelques semaines, mais clairement, il y a aussi les droits télé qui sont là-dedans. Donc la masse salariale avait été obligée d'observer de très près. Avec 20 joueurs, tu fais une saison. Et ils font pas de folie. Pas de folie, ça c'est sûr. Un mot peut-être sur les jeunes aussi. Il y a peut-être quelques profils de jeunes. On a parlé de ceux qui sont arrivés en cours de saison. Il y a Bourgault, il y a Macalou au milieu de terrain. Il y a un certain Diop aussi qui a bien fonctionné avec l'équipe réserve. Est-ce qu'on peut miser sur quelques jeunes qui sont déjà au club ? En tout cas, qui soient dans le groupe, oui. Faire le nombre, c'est peut-être un peu ils auront plus d'espace, négatif, mais ils auront plus d'espace. Ils auront plus d'espace, en effet. Mais bon, de là à ce qu'ils soient des titulaires indiscutables. Tout au long de la saison, j'en suis pas certain encore, mais on leur souhaite en tout cas. Ok. Bon, on en est qu'au début, en tout cas, du feuilleton. On va évidemment suivre ça dans les semaines qui viennent jusqu'au 1er septembre. C'est la date qui a été donnée pour ce mercato, donc en 2 temps cet été. Et nous, on passe tout de suite à notre deuxième débat de l'émission. Et on va s'intéresser maintenant aux valeurs marchandes au sein de l'effectif brestois, puisque c'est un petit peu ça aussi qui va conditionner le budget transfert pour le Stade brestois. On va s'intéresser aux joueurs qui sont, comme on dit, les plus bankable, ceux qui peuvent rapporter une certaine somme. Alors déjà, dans un contexte, on le disait, économiquement, qui est compliqué pour tous les clubs en France, ça va être une condition pour le Stade brestois, c'est-à-dire d'engranger une somme d'argent, ce qu'ils font depuis plusieurs années d'ailleurs, assez intelligemment, pour ensuite réinvestir. Ils sont obligés. En tout cas, Grégory Lorenzi l'a rappelé il y a très peu de temps. Là, il faut considérer que Brest n'a pas d'argent. Et donc, ils sont obligés, malgré la Ligue des Champions, et ça aussi, il faut être assez précis là-dessus, parce qu'on a tendance à croire que la Ligue des Champions a amené une somme d'argent considérable dans les caisses du club, mais c'était une somme d'argent qui a été utilisée pour faire fonctionner le club, et pas pour à long terme, et pas pour les transferts. Donc, l'enveloppe de transfert, pour le moment, elle est à 0. Donc tout est conditionné à des ventes de joueurs, et ces ventes de joueurs déclencheront ensuite des transferts pour faire venir des joueurs à Brest. Mais justement, on va découvrir ensemble ce petit visuel qui va nous permettre de mieux situer ces valeurs marchandes. Alors, ce sont des estimations, on le rappelle, ce sont des calculs qui sont faits en fonction des performances, évidemment, de l'âge du joueur, du contrat, de la durée du contrat. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui ne sont pas 100% objectifs, mais ça permet quand même d'avoir une petite idée. Maël, on voit ici, c'est naturellement Mady Camara qui est la meilleure valeur marchande de l'effectif cette saison. C'est clair, et même par rapport aux autres valeurs, pour moi c'est la seule valeur presque même dans des chiffres comme ça, quoi. Là en l'occurrence 10 millions, près 10 millions, ça va vraiment dépendre, c'est la loi de l'offre et la demande. T'as 3 clubs qui se positionnent sur lui, encore mieux si c'est des clubs anglais et des clubs étrangers, ça va s'envoler, ça va monter au-dessus des 10. Voilà. S'il n'y en a qu'un seul ou des timides approches autrement, moi je pense qu'il partira cet été parce qu'il aura des propositions par rapport à ce qu'il a fait, mais le prix dépendra vraiment du nombre de clubs intéressés et du temps que ça prend aussi. Joanne, c'est un joueur qui est en pleine force de l'âge, on a l'impression, 26 ans, il vient de faire une super saison, il a joué sur la scène européenne. Toi, 2 super saisons même. Et oui, il est régulier, en fait, il fait ses matchs à chaque fois, donc forcément, après maintenant au niveau du prix, tout dépend d'où ça viendra. C'est vrai qu'à mon avis en France, les budgets seront peut-être à 10 millions, mais on peut espérer si ça vient de... Tu le verrais dans quel type de club par exemple ? Un gros club dans un championnat étranger ? Pour moi, il a un profil déjà du championnat anglais, en fait il aurait les capacités à s'adapter par l'impact. Alors, pas à mon avis dans les 5 majeurs, mais peut-être un club du top 10 anglais, je le vois bien. Et je pense qu'il peut s'imposer dans ce genre d'équipe. Il a des stats. Voilà, et une marge de progression certainement encore. Si on se rappelle des grosses ventes réalisées par Brest au cours des dernières saisons, c'était Honora, autour de... C'était autour de 10, 15, c'était 15. Et Perrault qui était parti assez cher aussi. Fèvre autour de 15, Fèvre c'est 15. Fèvre c'est 15. Et donc en direction, la plupart du temps, de clubs anglais. Donc en effet, pour Camara, c'est pas du tout exclu que le montant d'un transfert, si jamais ça devait arriver, soit au-dessus des 10, qui est l'estimation là, et en effet vers un club anglais. Pourquoi pas un club qui est en rouge et qui vient de perdre en finale de Ligue Europa. D'accord.
Manchester United. Par exemple. S'ils ont tout à refaire, autant s'appuyer sur un box-to-box comme ça qui n'a pas une renommée énorme, mais qui va tout nommer sur le terrain. Alors, pourquoi pas? Il y a l'Angleterre, mais on sait qu'il a des attaches marseillaises aussi, ses origines. Est-ce que Marseille peut se positionner? Marseille, j'ai du mal, même s'ils vont en Ligue des Champions, ils seront. J'ai lu là qu'ils étaient. C'était pas sûr qu'ils vont peut-être même être déficitaires parce qu'ils avaient boosté la masse salariale. Ils ont des salaires à 500 000 € là-bas, 500-600 000 €. Donc je sais pas. Moi, je le verrais très bien à Marseille. Je pense qu'il y aura un problème de prix. Voilà, et je le verrais pourtant très bien là-bas parce que je pense qu'il peut apporter des choses dans un système de Zerbi. Ça pourrait arriver si jamais il part pas en fait en début de mercato dans vraiment un prix qui en fin de mercato, Marseille va sûrement chercher à remplir son effectif. Donc pourquoi pas dans cette solution-là, mais j'y crois pas trop. Je pense que l'Angleterre sera là de toute façon. On imagine que le joueur aussi souhaite poursuivre son évolution au plus haut niveau, de jouer la Coupe d'Europe, jouer dans des grands clubs. Ah oui, on peut pas lui en vouloir pour ça. Évidemment. Et puis il vient de goûter à la Ligue des Champions, aux compétitions européennes. Enfin, il a été vu par plein d'acteurs du foot européen au cours de cette compétition-là. Il y a des gens qui vont venir le chercher, c'est évident. Bon. Ouais. Ok, un mot sur les autres. Alors on voit ici notamment un Bradley Loco à 9 millions d'euros. Alors, toujours pareil, c'est une estimation. Romain Del Castillo, Pierre Lesmelou qui ont des valeurs qui approchent aussi les 10 millions d'euros. Bon, ils ne sont pas sur le départ a priori, mais en cas d'offre, on peut imaginer que ça fasse réfléchir, quoi. Loco, on a tous vu son match contre Nice. Je pense, on voit qu'il revient tout juste. Voilà, c'est long. Saison, c'est long. Il va faire. L'idée, c'est qu'il fasse une très bonne prépa. On connaît ses qualités, il n'y a pas de doute. De toute façon, tout le monde les connaît. Les clubs étrangers les connaissent aussi. Je pense que c'est finalement pas une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour lui, cette blessure, mais pour Brest, c'est pas une si mauvaise nouvelle parce qu'ils vont profiter de lui, à mon avis, une saison de plus. Il va se montrer à nouveau et il partira certainement pour beaucoup plus que 9 s'il refait une saison de qualité comme il est capable de les faire. Je trouve qu'aujourd'hui, je vois même pas un club mettre, enfin je me trompe peut-être, mais même un club mettre 9 millions avec un joueur qui n'a pas joué pendant plus de 12 mois, enfin plus d'un an, j'ai du mal à y croire. Voilà. Vous le voyez aussi rester forcément à Brest Oui, je pense. Oui, il va rester. Enfin, là, il a tout à gagner à rester à Brest en fait. C'est l'intérêt de tout le monde, je pense. Oui, clairement. Ouais. À se remettre dans le bain, faire des matchs, à enchaîner les titularisations si possible. Oui. Et puis c'était un poste faible à Brest cette année. Et c'est un poste faible, c'est ça. Il va fixer ce côté gauche de la défense, ce sera très très bien. Très bien. Un mot sur Romain Del Castillo, alors qui sort d'une saison, on va dire moyenne par rapport à la précédente où il avait surperformé. Il n'a pas été blessé, lui, ou épisodiquement il a été blessé, mais je pense que c'est la même chose que Loco en fait. C'est la saison d'après. Et je pense qu'à 8 millions, bon, c'est un joueur créatif, c'est un joueur offensif, donc je ne dirais pas, je n'irai pas mettre ma main à couper qu'il n'y aura pas de proposition cet été, mais j'ai tendance à penser qu'il y en aura moins qu'un an plus tôt, ou par rapport à sa saison précédente. Et c'est tout bénef pour Brest s'il reste, parce que ça peut être un joueur clé saison prochaine. Quoi. Et donc, il nous reste Pierre Lesmelou. Alors, on sait qu'il avait failli partir déjà il y a un an. Est-ce que vous le voyez encore cette saison peut-être faire l'objet des mêmes attentes, des mêmes sollicitations? On rappelle qu'il avait été blessé l'été dernier. Il a fait une saison où il est revenu au bout d'un certain temps, peut-être moins performant aussi. Est-ce que vous voyez des clubs revenir à la charge cet été sur lui? Il a 31 ans, on le rappelle. C'est difficile. J'ai l'impression que le train est passé pour lui. Oui. Malheureusement pour lui, parce que Rennes qui était venu le chercher avec un contrat qu'il n'imaginait sans doute pas en commençant sa carrière et donc il est passé à côté d'une certaine façon, mais je pense que ça reste un joueur intéressant et que certains clubs aimeraient avoir dans leur effectif. Okay. De là à mettre 7-8 pour aller le chercher, c'est un peu cher. Pas certain, je pense que c'est un peu cher. Ouais. Tu le vois rester aussi, Joanne? Je pense qu'il y aura des sollicitations, mais pas au niveau qu'on a eu l'année dernière, donc... oui, moi je le vois bien rester. Après, c'est à l'image de tous les joueurs qu'on peut voir, ou les 11 types. Si demain il y a une offre qui correspond avec des joueurs qui ont fait le boulot sur 2-3 ans, il y en a qui partiront. Maintenant, là, savoir lesquels, tout le monde ne pourra pas partir, mais c'est pas impossible que parmi ces joueurs majeurs, il y ait 3-4 qui s'en aillent. Et que les planètes s'alignent en fait. C'est un peu comme pour Bizotte. Je pense que pour lui, si les 3 parties trouvent leur intérêt, je pense pas que Brest le bloquera. Ce sera une question de prix. Et puis lui, s'il trouve son intérêt ailleurs, je suis d'accord avec toi. C'est complètement ça, quoi. Si les planètes s'alignent, c'est bon, quoi. Bon, et ça nous fait une transition alors vers notre 3e thème qui va concerner justement les joueurs sur lesquels compter pour la saison prochaine. Quel joueur, alors, pour bâtir le Stade brestois 2025-2026 ? C'est la question qu'on se pose, qui découle de nos discussions précédentes. On va voir un petit visuel aussi avec les joueurs en question. On regarde ici en défense. Alors, évidemment, on ne peut pas écarter le capitaine de l'équipe, le leader de vestiaire, c'est Brendan Chardonnay. Alors, la question, c'est peut-être à se poser, c'est est-il incontournable
pour la saison prochaine? Est-ce que vous le voyez forcément comme le titulaire habituel? On l'a vu parfois sur le banc cette saison, par exemple. Oui, dans l'absolu, je vois pas pourquoi il sortirait de l'équipe. Est-ce qu'il va être rétrogradé dans la hiérarchie? Là, à l'instant T, non, puisque de toute façon, il manque au moins un défenseur central. Donc, il y a le Cardinal, il sera là, mais il est au-dessus pour l'instant de le Cardinal dans la hiérarchie. Voilà. Il faudrait qu'il y ait un défenseur central et un gros défenseur qui arrive pour bousculer tout ça et que le Cardinal, lui, prenne une autre dimension. Donc là, à l'instant T, Chardonnay reste le capitaine. C'est des sujets qui ont déjà été abordés avant, mais en fait, il a toujours fait le boulot derrière. Et je pense qu'il a besoin aussi de cette pression-là. Il est important pour le groupe. Pour moi, il faut qu'il incarne beaucoup de choses à Brest. Et voilà, et certainement il y aura de la concurrence de plus en plus au fil des saisons, mais pour moi, il sait se mettre au niveau, il s'accroche et il sera dur à déloger. Alors toujours en défense, on le voit ici à l'écran, c'est Kenny Lala aussi sur le côté droit. Alors il a 33 ans quand même, donc il est plus tout jeune. Est-ce que pour vous, il est encore titulaire indiscutable sur le poste de latéral droit? Moi, tu as ta doublette. De toute façon, en fait, je mets pas Lala de côté avec Zogbe. Zogbe a montré des bonnes choses cette année aussi. Et je pense que Brest peut construire, enfin je me trompe peut-être, mais pour moi je construirais avec ces deux-là. Avec Lala, je continue, et Zogbe qui peut peut-être prendre un peu plus de temps de jeu au fur et à mesure. Et tu pars avec une doublette de latéraux droit qui tient tout à fait la route pour une saison en Ligue 1. On ne parle plus de Ligue des Champions là. Complètement d'accord, ouais, ça reste une valeur sûre. Lala, quand il est là, non, il n'y a aucun sujet. Et je pense que, je pense que si Del Castillo rejoue, on savait aussi que ça marchait bien cet attelage-là. Donc la doublette aussi reformée, ça peut être pas mal. Mais les bases pour s'appuyer pour la saison prochaine, la défense, on est plutôt pas mal, quoi. Il manque un défenseur central. Ok, on est d'accord. Comme on disait à gauche. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on rajoute Loco avec une préparation, un état de forme qui tient la route, plus Chardot, plus Lala, et voilà, c'est plutôt pas mal, ça permet de travailler avec ça, quoi. Derrière, tu peux partir, il te manque ton gardien, quoi. Un défenseur central rapide, puissant, pour compléter peut-être le manque de vitesse de Chardonnay. Voilà le profil. Il nous reste 2-3 jours à évoquer justement dans cette possible équipe, cette possible ossature 2025-2026. On parle aussi au milieu de terrain d'Hugo Magnetti, qui est un joueur régulier, qui a progressé d'année en année, qui est devenu maintenant un vrai titulaire au Stade Brestois, avec un état d'esprit aussi qui est souvent loué. Vous le voyez aussi comme un taulier la saison prochaine? Indiscutable. Clairement, oui. Il n'y a même pas de débat. Enfin, je ne sais même pas si on a besoin de développer là. Non, Magnetti, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Il est adoré, c'est chouchou du public. Tous ces joueurs-là qu'on est en train de citer, on a envie de les garder. Forcément, ce qu'ils nous ont fait vivre. Enfin, voilà, on veut continuer. Alors, forcément, avec ces joueurs et surtout Magnetti. Ouais. D'accord. Et on enchaîne alors. Il nous reste Romain Del Castillo. On en parlait tout à l'heure. Si jamais il reste et qu'il est à 100%, on sait que ça peut être un joueur important, impactant. C'est presque comme une recrue. En fait, par rapport au Del Castillo que tu as eu cette année, moi je le vois vraiment comme un vrai plus, une recrue. J'ai aimé moi la passe qu'il fait contre Lille, j'en ai parlé souvent, mais cette passe-là qu'il fait, c'est du Del Castillo. Et on voit qu'il a pas perdu ça, quoi. Voilà. Mais puis on parlait de joueurs techniques qui peut faire défaut dans cette équipe. Lui en est un. Pareil, s'il retrouve aussi avec sa patte gauche et son sens de la passe, bon niveau de performance, de la régularité dans ses prestations, ça va être nickel. Et puis pour donner des ballons à Jork devant, c'est très bien. Alors justement à Jork, tu en parlais, on en parle. C'est l'attaquant le plus prolifique de la saison à Brest. Il a 13 buts en Ligue 1. On l'a vu à son avantage aussi en Coupe d'Europe. Il a pris le poste. Là, ça y est, il n'y a plus de débat. C'est le numéro 9 brestois, quoi, pour la saison qui vient. Il n'y a pas de doute aussi. Je pense que Brest a trouvé l'un de ses meilleurs attaquants ou joueurs depuis pas mal de saisons quand même. Aller le récupérer à Mayence, il y a peu de gens qui misaient sur lui. Pareil, là encore, c'est encore une bonne pioche de Lorenzi il y a un an. Oui, ça va être encore l'homme fort de l'attaque brestoise la saison prochaine. Je rappelle qu'il était prêté, mais son contrat a été validé. Il a signé pour 3 ans. Donc, oui, je pense que c'était de toute façon, c'était un transfert quasiment annoncé d'avance, quoi. On pourra compter sur lui. Ouais, j'espère. Sans trop de problèmes. Et t'as Baldé en soutien, quoi. Bon, on a fait le tour, messieurs, je crois, de ce mercato. Et pour terminer la saison et l'émission, on va accueillir notre camarade Ludovic Jean, à qui j'ai pris la place aujourd'hui. Salut Ludo. Non, tu m'as remplacé avec brio, comme d'hab. J'ai vu la fin de l'émission, c'était très bien, messieurs, comme toujours. Un petit mot à nous dire. Ouais, je voulais profiter de cette dernière déjà pour remercier tous ceux qui ont participé à cette première saison de Thé dans le match. J'ai préparé ma petite fiche pour n'oublier personne. On va commencer par les abonnés du Télégramme, évidemment. Avec aujourd'hui, c'était Johan. Merci beaucoup d'avoir participé, comme plein d'autres, à cette émission. Avec un petit coucou spécial aussi à Franck Vourge, qui nous regarde chaque semaine. Remercier aussi tous nos consultants extérieurs. Xavier Grimaud de RMC Sport, Nicolas Blanza d'ici Bretizel et Franck Ledorz du journal de l'équipe, les journalistes du Télégramme,
Anto en tête, Thierry, Adrien, Antoine, Hugo, Pierre-Yves, François. Et puis un petit mot spécial pour toi, Maël, parce que tu as porté cette émission dès ses débuts et tu vas nous quitter, malheureusement. Ouais. Merci beaucoup, Maël. Merci à toi, c'était vraiment une belle expérience qu'on a vécue tous ensemble, c'était cool. Ouais, c'était un plaisir de travailler avec toi. Pour terminer, remercier également Antoine Mercier à la réalisation, Vincent Tano au son, et puis évidemment tous ceux qui nous suivent, tous nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et puis, on va peut-être donner rendez-vous à la saison prochaine, voilà, pour la deuxième saison. C'est l'info de la fin de saison aussi. Hein. On revient pour une saison 2. Voilà, c'est ça. On est de retour. Rendez-vous en septembre. Le 1er septembre. Et ben voilà. Bel été à tous sur les antennes de TBO, TB Sud, sur les plateformes du Telegram.fr aussi pour suivre justement ce mercato qui ne fait que commencer. On se donne donc rendez-vous à la fin de l'été. Salut à tous.